Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live Paris Nature. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le 19e arrondissement de Paris et plus précisément au parc des Buttes-Chaumont. Avec nous, Cécile Becker. Bonjour, bienvenue à tous au parc des Buttes-Chaumont. Donc effectivement c'est un grand parc de 25 hectares du nord parisien. On se situe en face de la mairie du 19e arrondissement qui est juste ici, qui doit son architecture à un des architectes du parc. Et donc en fait c'est un ensemble qui a été construit dans les années 1860, puisque le parc a été inauguré en 1867 par Napoléon III, donc lors d'une exposition universelle. Donc ce parc a été construit pendant 3 ans de travaux pour le concevoir, le fabriquer, parce qu'on peut vraiment parler de fabrication de jardin pour ce parc, puisqu'on était ici sur une zone de carrière de gypse, et puis aussi de dépotoir. Alors il faut imaginer une zone complètement vide de végétaux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'était pas bien ragoûtant. Je rappelle juste qu'il y a une conférence d'un programme le 12 mai justement sur les Buttes-Chaumont où vous pourrez avoir beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'histoires par rapport à ce parc. Donc voilà, il a été commandé par le baron Haussmann, à l'ingénieur allemand, et puis donc à une équipe, Gabriel Daviou, Jean-Pierre Mariette Deschamps et Eugène Belmont. Donc tous ensemble ils ont conçu ce jardin, fait d'aller vraiment pour se promener, se perdre même, et puis donc tout un tas d'essences d'arbres, etc., que vous allez voir dans un deuxième temps avec les spécialistes. Moi je travaille vraiment à la service d'exploitation de jardin du 19e, et moi je suis plus dans la partie administrative, donc je connais moins. J'ai cru comprendre qu'il y a un parcours dans ce parc. Donc effectivement, avec un budget participatif, qui a été lancé il y a quelques années par un certain Vincent 75. Il voulait qu'on rénove 2 abribois du parc et qu'on crée un parcours pour présenter la biodiversité du parc. Donc ça tombait bien, puisqu'on avait sous la main l'agence de l'écologie urbaine qui pouvait nous aider à concevoir les textes, et donc sur lesquels on a travaillé ensemble pendant une bonne année, pour arriver à ce résultat qui est un parcours en QR code. Donc à l'aide d'un téléphone smartphone, on peut scanner ici le QR code et puis aller de point en point dans le parc que vous voyez ici. D'essence entre le thème paysager, le thème arbre, tous les thèmes de la biodiversité seront présentés. Mais au-delà du parcours, je crois qu'assez récemment, il y a une exposition qui s'est montée dans le parc. Oui, alors l'exposition donc... C'est l'exposition biodiversité. Voilà. Donc on va rejoindre le premier des 2 points de cette expo. Mais dis-moi, ce parc est magnifique. J'imagine que la manutention ne se fait pas toute seule. Donc effectivement, le service est composé, en tout cas l'équipe des jardiniers est composée d'une trentaine de jardiniers et d'agents d'entretien. Donc parmi eux, il y a des apprentis aussi qui nous aident et qui apprennent le métier avec nos jardiniers, avec les jardiniers du parc. Ils sont répartis par zone géographique dans le parc, donc ils ont chacun leur territoire, etc. Et ils travaillent bien sûr sous l'autorité d'un chef d'atelier et de son adjoint pour au quotidien embellir le parc, tailler les arbres, arroser quand il faut, déneiger, nettoyer. Là il y a beaucoup de nettoyage aussi à prévoir, parce que c'est un des parcs les plus fréquentés de Paris, quoi. Donc effectivement en termes de propreté il y a un gros boulot. En tout cas c'est réussi, tout est propre. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils travaillent très bien. Ils sont très courageux. En fait, c'est un parc qui ouvre le matin à 7h. Donc, ils sont là pour certains à 7h pour ouvrir la grille, notamment pour les joggeurs qui sont très nombreux.
parce qu'en fait, on ne voit pas bien encore jusqu'ici, mais c'est un parc qui est avec beaucoup de dénivelé pour les personnes qui ne connaissent pas. Et donc, pour les joggeurs, c'est assez pratique pour faire des efforts. Voilà. Et donc, c'est un parc vraiment qui a été façonné avec des histoires de collines. Enfin voilà, on peut voir des collines, il y a vraiment moyen de se perdre. Après, pour faire du sport, d'ailleurs, on voit quelqu'un derrière toi qui est en train d'arroser les buissons. Parce que je par la Florence de... Donc on parlait justement de l'expo biodiversité. On arrive à cet abri en bois. Et nous avons avec nous aujourd'hui Émilie Bardulapé, écologue à la ville de Paris, qui va nous expliquer, on ne va pas tout vous montrer, hein, parce qu'évidemment, on veut que vous baigniez dans ce magnifique parc pour découvrir le parc et l'exposition. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expo ? Eh bien, en fait, déjà, c'est un travail qui a été fait avec différents services de la ville. Et on a voulu mettre en avant la biodiversité qui existe au parc des Buttes-Chaumont. Et pour cela, on a pris l'entrée Habitat, parce que nous, en tant qu'écologues à la ville de Paris, c'est ce dont on se sert en fait pour faire nos diagnostics écologiques. Donc à Paris, il y a 15 habitats prioritaires. Et parmi ceux-là, ces 15 habitats, il y en a certains qui sont présents au parc des Buttes-Chaumont. Et on a donc voulu montrer les interactions entre la faune et la flore. C'est pour ça qu'on a pris cette entrée Habitat. D'accord, je vois, il y a la prairie. Exactement, il y a la prairie, les milieux humides. Donc l'abri bas des bois, on a choisi de mettre en avant les habitats qui sont présents justement à cet étage-là, on va dire du parc. Et plus haut, à la Bois du Haut, c'est plutôt les milieux de sous-bois, bois, où on parle un peu plus des arbres. D'accord, effectivement, il y a deux abris, ça c'est le fumier, il y en aura un autre. Autre... Je vois derrière toi tous acteurs de la biodiversité. Oui. Est-ce qu'on est tous acteurs de la biodiversité ? Bien sûr. Déjà, par des comportements qu'on doit avoir personnels, éviter, bien tenir ses chiens en laisse, c'est important parce que bien que ce soit aussi des animaux et qu'il y a le bien-être qui compte, en fait, ils peuvent déranger la faune présente au sein du parc et aussi abîmer le sol, notamment en creusant, et donc mettre à mal certains habitats écologiques. La ville, si je ne me trompe pas, Cécile, a mis à disposition de ces chiens des espaces canins dans les parcs. Alors, c'est en cours. Oui, il y a effectivement dans certains arrondissements déjà des espaces canins. Je crois qu'ils vont être développés par la suite. De plus en plus dans tous les arrondissements parisiens. La liste est présente sur paris.fr avec le guide de l'animal en ville notamment. Et une chose importante aussi, c'est les chats, qui sont en fait les premiers prédateurs en ville. Donc c'est important de leur mettre une petite clochette avec évidemment un petit élastique pour pas que s'ils tombent, donc cette clochette prévient... Ils préviennent les animaux en fait au moment de l'attaque, ça bouge, ça fait un peu de bruit, donc du coup les oiseaux ou autres petits rongeurs ont le temps en fait de s'échapper en voyant arriver le chat. Voilà. On continue le parcours ? Très bien. Puissent nicher tranquillement, se reposer et pas être sous les lumières tout le temps. Tout à fait, je crois qu'il y a un projet d'éteindre les lumières là, les parcs. Voilà. Ça donne il faut habiter avec la nature, et la biodiversité qui nous entoure. Voilà. Xavier Jappiot, naturaliste à la ville de Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Théo. Comment vas-tu ? Quelle surprise! Ah, alors là, tu vois. Je vous attendais pas. Hein. Ah, il faut allumer le micro par contre. Je ne l'ai pas allumé. Oh, Pourtant, il je l'ai s'est éteint. allumé. Hein. Je l'ai allumé. Pas J'ai grave. commencé. Tu peux commencer à parler du mien, la mien. Il faut le petit bouton bleu. Ouais. Un Sephora du Japon, donc c'est moi qui... Sephora. Sephora. Heureusement, je ne suis pas ni naturaliste ni écologue. Pourtant, je l'avais laissé.
présente du coup le Sephora ou pas? Non, C'est moi qui m'y colle. Mets-le pas dans ta poche entièrement parce que je crois que c'est la poche qui est un peu serrée. D'accord, donc là on a un arbre remarquable Sephora du Japon qui malgré le nom est originaire de Chine. Ah, C'est un individu, comme vous le voyez, de très grosse taille, hein, avec des branches retombantes sur la zone humide. Donc en même temps ça va servir de lieu de reproduction pour les poules d'eau ou les canards entre ses branches. Il donne des fruits, enfin déjà des fleurs blanches qui vont attirer beaucoup d'insectes pollinisateurs, qui sont également consommés par le pigeon ramier, que les gens du sud-ouest appellent la palombe. Et les fruits qui sont des gousses, avec des étranglements entre chaque graine, vont être également consommés par les pigeons ramiers. Donc ça doit être une essence, donc une espèce d'ailleurs, une espèce indigène, donc de chez nous, on sait parfaitement s'y adapter. on parlait tout à l'heure de la construction du parc. J'imagine que l'eau, elle n'était pas là avant. Non, le lac il a été construit effectivement, il est artificiel et oui. D'accord. c'est une fabrication. Donc juste pour finir sur cet arbre, pour continuer, il est classé donc, depuis 2015 un arbre remarquable. Et d'ailleurs, on voit un petit flashcode sur notre droite qui rappelle, qui fait partie de ce parcours dont tu nous parlais en début d'émission. Voilà, donc pour tous les points, il y en a 28 dans le parc. On peut, à l'aide d'un flashcode, retrouver la notice de tous ces arbres qui viennent un petit peu dans le parc. Mais continuons notre partie biodiversité, Xavier. Là je regardais, je pense qu'il y avait des espèces Oui, voilà. sur le bassin. Un naturaliste, avant tout, il observe. Il observe et il écoute, c'est-à-dire que le moindre chant, un chant d'oiseau Qu'est-ce est qu'un interprété. naturaliste? C'est quelqu'un de forcément très très bien déjà, première chose. Non, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la nature, la biodiversité, comme on a souvent ce vocable en tête, tout ce qu'il y a trop vivant, qu'il soit passé, fossile ou actuel. Les plantes, les animaux et la fonge. La fonge, ce sont les lichens et champignons. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'entendais la bergeronnette des ruisseaux, qui est un petit oiseau de Bordeaux, à ventre jaune au-dessus du corps gris. On l'a vu passer au rat. Là, je ne le revois plus. Ça fait pss. Et là, on cherchait, ben là, il y a une petite poule d'eau qui, malgré le nom, n'a aucun rapport avec les poules d'eau en dehors de la taille, hein, qui est en train de traverser le bassin là-bas. Ce sont des oiseaux avec des très longs doigts pour s'appuyer sur les plantes aquatiques sans s'enfoncer, un peu comme nous avec des raquettes sur la neige, c'est le même principe. Et cette bestiole-là, quand elle est en alerte, quand elle est inquiète, elle va remuer une queue qui est noire et blanc pour dire attention danger au nom de sa propre communauté, à ses petits, etc. Donc là, il doit y avoir le couple, puisque la deuxième le rejoint derrière, même si visuellement, on ne peut pas distinguer mâle et femelle, les deux se ressemblent. Hein. Éventuellement, quels sont les moyens pour les distinguer? Ben là, à part le moment de l'accouplement, il n'y a pas moyen de les distinguer. D'accord. Ils sont vraiment semblables toutes les deux. Hein. Autant toi, le canard colvert, on peut distinguer mâle et femelle, c'est visuel. La poule d'eau, il n'y a aucun moyen. Ah, on a deux. Donc, juste à gauche, il y a du canard colvert. C'est un animal cosmopolite, ça veut dire qu'on le trouve partout sur la Terre, en tout cas dans tous les milieux tempérés comme l'Europe, les États-Unis, etc. Et là, on voit bien tiens, le mâle et la femelle. le mâle à gauche et la femelle. Là, on sait parfaitement pourquoi le mâle se tient sur une patte. Non, je te dis, c'est deux tours. Ah non, là, s'il l'enlève, il se casse la figure. C'est important quand même. Ça, c'est la biologie, ça. Voilà. Donc là, on voit les deux. En fait, il prend appui tantôt sur une jambe, tantôt comme nous, hein, lors d'un événement ou autre, on se repose. Et donc la femelle a vraiment des couleurs qui l'aident à se cacher, à se camoufler. On appelle les couleurs cryptiques. C'est-à-dire lorsqu'elle aura son nid avec ses œufs ou ses poussins, forcément qu'elle puisse les protéger. Elle passerait inaperçue. Donc on a parlé de ce que c'est un naturaliste, mais qu'est-ce que c'est un écologiste? Les relations entre les espèces et les écosystèmes dans lesquels elles vivent. Et également les impacts en fait des activités humaines sur ces écosystèmes. Et on est amené à faire des diagnostics écologiques, notamment des études d'impact et toutes ces choses-là en fait, pour évaluer. D'où cette expo sur la biodiversité. Exactement. Je profite là pour une ligne. On a un animal intéressant en face, hein, juste là. Juste à l'aplomb des branches. Vas-y, Donc c'est une bernache du Canada. Donc c'est un oiseau qui est considéré comme espèce exotique envahissante à Paris. Et donc une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui a été introduite par l'homme, que ce soit volontaire ou non, et qui pose des problèmes, qui a des impacts négatifs, soit sur l'environnement, donc surtout la biodiversité, soit aussi des effets négatifs sur la santé et ou l'économie. Donc c'est un oiseau qui a été introduit en France et en Europe pour
le fait que c'est un bel oiseau, donc toutes ses qualités ornementales. Mais en fait, elle pose des problèmes, c'est une espèce très territoriale. Et donc du coup, elle entre en compétition avec les espèces régionales et indigènes ici. Et donc ça peut poser quelques soucis. Donc ces espèces exotiques envahissantes sont aussi bien des espèces végétales qu'animales. On a par exemple aussi le cas de la perruche à collier. Je pense que tout le monde commence à les voir un peu partout. Et voilà, et notamment on a aussi l'élante du Japon en espèce végétale qui est un très bel arbre, mais qui en fait rejette énormément. Et du coup est très très compétitif Non, j'avais pas fini, mais je reprends. Non, mais d'abord, il faut La peut-être... plante avant qu'elle s'envole. Ben oui, la plante avant qu'elle s'envole. Bon, juste la plante qui est là en face, on ne peut pas y accéder parce qu'il y a un grillage pour permettre à la pelouse de se régénérer, notamment des passages humains et du piétinement des bernages du Canada. C'est la kélidoine ou herbe à verrue. Donc la sève, en effet, c'est un vrai principe. Elle va, une fois appliquée sur une verrue, elle la fait réellement disparaître. C'est pas un placebo. C'est une plante qu'on appelle myrmécophile, c'est-à-dire qu'elle vit en association avec des fourmis. Si vous la voyez là, c'est qu'il y a forcément des petites fourmilières à proximité. Les fourmis récupèrent les graines qui sont recouvertes d'une sorte de petite graisse qu'elles adorent consommer. Elles emmènent les graines dans leur fourmilière, elles consomment la petite graisse. Et puis tantôt, elles vont abandonner donc ces graines-là dépourvues de cette espèce de matière graisseuse à l'extérieur de la fourmilière. Donc là où il y a eu le cheminement de cette fourmilière, il y aura un cheminement avec des kélidoines, donc une plante myrmécophile qui aime les fourmis, quoi, tout simplement. Voilà, on te laisse continuer. Sur l'élante. Et en fait, donc l'élante pose problème notamment sur les communautés végétales. Il empêche les espèces indigènes de s'installer. Mais en même temps, comme dans la nature, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, elle a aussi un côté assez positif. En effet, à Paris, il y a une sous-espèce endémique à Paris d'un papillon de nuit, donc le bombix de l'élante, où la chenille est inféodée en fait au feuillage de l'élante. Donc voilà, il faut toujours nuancer les choses. Et donc ces espèces, même si elles posent de gros problèmes, notamment de gestion, elles peuvent aussi avoir quelques petits bénéfices aussi. Je salue au passage Bertrand Courtois qui était avec nous au Cerf de Teuil la semaine dernière et qui nous suit. Et qui salue Xavier. Je le salue également. Qui m'envoyait régulièrement des informations d'observation de plantes et animaux que je rentrais dans la base de données CETIA de l'agence. On a fait un live sur les auxiliaires la semaine dernière, je vous invite à le regarder. Notamment les langues, c'est toutes les feuilles, toutes les arbres là, qui sont sur la colline et qui, voilà, ça montre vraiment la solidité de leur système racinaire qui arrive vraiment à s'installer sur un peu tout et n'importe quoi. Donc ils posent aussi des problèmes, notamment sur des infrastructures comme les ponts et certains ouvrages. On entend des oiseaux, c'est quelle espèce? Ce sont les oies cendrées qui sont derrière, qui est l'espèce qui est à l'origine de nos oies de basse-cour. Et là, c'est des animaux qui sont issus d'élevage, qui se promènent sur le temps. Il y a sur les gauches. énormément de biodiversité en tout cas. Oui, le lac attire de nombreuses espèces d'oiseaux. Oui, Alexandro, il y a même quelqu'un qui pêche là en ce moment. Est-ce qu'il y a des poissons ici là-bas? Alors oui, il y a une association qui vient pêcher avec les civilisations et avec la mairie du 19e. Une centaine de poissons sont intégrés chaque année au mois de février pour renouveler un peu le stock, mais il y a des carpes, des goujons, des choses comme ça. Xavier observe toujours. Parce que là, il y avait le nid de héron. Ah, il y a un nid de héron. Est-ce qu'on va le voir? C'est toujours compliqué. C'est compliqué parce qu'il est vraiment à l'aplomb et tout en haut. C'est une masse très très sombre noire qui est dans l'alignement de mon doigt. Et il y a un couple de hérons cendrés nicheurs. Les hérons, on a à peu près une centaine d'individus sur le département de Paris, enfin sur la ville quoi. Et actuellement, on a deux couples qui sont en train de nicher. On en a un à Mars Saint-James au bois de Boulogne. J'y étais hier matin avec deux jeunes pour cette taille-là déjà. Et puis celui-ci qui est en cours également. Donc c'est vraiment suivi par les ornithologues. Des spécialistes des oiseaux.
gauche, on a un goéland argenté qui est arrivé, un adulte. Prend son bain d'eau d'ailleurs. Là, il se débarrasse de toutes C'est vrai qu'on voit de plus les en plus bestioles qui peuvent l'agresser sur son on plumage. voit de plus en plus les goélands en ville. Oui. On a un autre animal, Equus caballus, le poney. Espèce indigène, attention, hein, ça rigole pas. Hein. Les balades à poney dans le parc. On entend des bruits d'oiseaux. On entend la fauvette à tête noire qui a un chant très futé. C'est un oiseau gris avec une calotte noire pour le mâle, brun pour la femelle. C'est un oiseau migrateur africain qui va être transsaharien, c'est-à-dire qu'il traverse le Sahara pour dire si on peut venir chez nous, en Europe, à Paris en l'occurrence. Et certains d'entre eux, quand l'hiver n'est pas trop rigoureux, va rester sur Paris. Donc c'est un véritable insectivore qui se nourrit essentiellement, bien comme beaucoup d'oiseaux qui sont insectivores ou granivores, mais quand ils ont leurs petits, ils les nourrissent que de protéines animales, donc de chenilles, d'insectes, etc. Donc là, il y en a plusieurs qui chantent autour de nous. On peut aussi remarquer des plantes grimpantes du lierre qui fait partie de nos habitats prioritaires à Paris. Ils servent à la fois de refuge à la petite faune, mais aussi permettent leur nourriture finalement. C'est une plante qui fleurit assez tardivement et donc permet aux espèces un peu plus tardives de se nourrir. Donc le lierre a la particularité de ne fleurir que quand il est grimpant. On voit un peu les quelques petits bourgeons là quand il est grimpant sur l'arbre. Il ne fleurit pas, il ne fructifie pas quand il est au sol. Donc il a vraiment, on va dire, deux rôles selon sa forme. Voilà. Et partout, c'est ponctué encore de kélidoines. Donc ça veut dire qu'il y a plein de fourmis et de fourmilières sur l'ensemble du site. Là. Voilà, elles sont absolument partout. Et c'est la famille du coquelicot, les papaveracées. J'aime bien le nom de la famille, papaveracées. Nous continuons la balade par Ouais, la petite Chaumont à la découverte de sa biodiversité. Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, en compagnie de Cécile Becker et Émilie Mardeau. Ça va? Eh, vous faites visiter les personnes. Ce qui reste, c'est que ces rochers divisent en deux le parc. Du lac, pardon, on a une île artificielle, hein, là encore, beaucoup de décors qui sont un petit peu abîmés par endroits, mais parce que voilà, ça date de l'époque du parc. Alors il y a peut-être eu des petites rénovations depuis 1867, mais je pense que dans les années à venir, des travaux importants auront lieu pour lui redonner tout son éclat. C'est même sûr. Et aussi remettre en sécurité certaines zones qui sont malheureusement fermées au public pour le moment. En tout cas, tout est en sécurité. Il n'y a pas de zone auquel on peut accéder et qui est dangereux pour les visiteurs. On arrive à un niveau plutôt intéressant ici. Donc On était trop vite. On était trop vite. On parlait de rochers, de courant. Xavier, qui est fin observateur, a déniché quelque chose pour nous. Quelques changes de place. Sur le tronc de bois le plus éloigné, il y a un nid de poule d'eau au premier plan. À l'arrière, le tronc de bois qui est sur le côté gauche, il y a une énorme tortue. On l'appelle la tortue de Floride. C'est pas son véritable terme. Elle vient de Elle vient de se sauter à l'eau, remettre à l'eau. si j'ose dire, voilà. Donc il y a des tortues dans le lac. Et cette bestiole-là, elle est élevée en fait, dans des grands bassins en Floride, d'où son nom. En fait, elle est originaire du bassin du Mississippi. Elle était introduite un peu partout, et ce qu'on lui reproche notamment, c'est d'entrer en compétition avec localement les tortues indigènes, comme la cistude d'Europe ou les miguépeuses, dans le sud-ouest de la France notamment. Et par ailleurs, c'est que parfois elle peut, ce que l'on pensait beaucoup autrefois, s'attaquer également aux poissons et à d'autres espèces. En fait, on s'est rendu compte
que c'était essentiellement les jeunes individus qui mangeaient davantage de protéines animales comme des insectes, des poissons, etc. Donc vous avez la capture des alevins. Est-ce que les adultes se mangent davantage plus nécrophages, davantage d'aliments, des organismes morts et de plantes. Donc cet animal-là est interdit à la vente depuis 1997 en raison de ces inconvénients-là. La poule d'eau, vous la voyez, un autre couple avec un tout petit poussin au ras du nid, sur le côté gauche du nid, qui est sorti hors du... Il y a un deuxième, il y a encore deux petits sur le nid d'ailleurs. Des petites boules de duvet. Bien sûr, on vous invite à aller venir voir en bras, le parc est ouvert. Quel est le meilleur moment pour observer? C'est le matin. C'est le matin Le tôt. matin, il y a beaucoup moins de monde, enfin des leaders, mais dans le temps, il y a les premiers champs de marquage de territoire, d'appels de partenaires pour la reproduction, de nourrissage des oiseaux, des mammifères, etc. En revanche, les insectes, c'est plutôt en début d'après-midi, parce qu'il commence à faire beaucoup plus chaud, mais là, il n'y a pas forcément l'impact humain. Voilà. Et j'imagine aussi Et que s'il pleut, là, ça vaut le coup pour les escargots. Donc, c'est pour les espèces que l'on veut observer. Et je autrement, rigole, bah, là, il faut du soleil. on a quand même à Paris 91 espèces de mollusques, limaces, escargots et nous à 2 valves, bivalves. Voilà. Donc ça dépend de ce que l'on 80, recherche. c'est beaucoup. 91. Sorry. Voilà, comme vous disait c'est tout à On est l'heure. chaud. Rendez-vous incontournable pour les sportifs du quartier. À mon avis, il y a plein de choses. Il y a de la des sang. Et donc voici le milieu Voilà. donc, assez intéressant qui est en fait une berge humide. Là, la rivière est à sec, mais en fait les milieux humides sont intéressants parce qu'ils sont à l'interface entre l'eau et la terre. Et donc ce qui permet en fait à des espèces vraiment particulières d'être inféodées à ces milieux-là. Et on a généralement une assez grande diversité finalement dans ces milieux, que ce soit animal ou végétal. Et on va dire dans le grand paysage, les zones humides ont un rôle très important de régulation de l'eau. Elles fonctionnent comme des éponges en fait. C'est soit quand il y a une inondation, elles prennent vraiment toute l'eau, elles absorbent l'eau. Et quand on est en période de sécheresse, elles permettent de restituer l'eau au milieu et permettent vraiment de réguler. Voilà. Et donc en France, il y a une grande part de ces zones humides qui sont en train de disparaître. Et donc il y a des conventions internationales, etc., qui sont mises en place pour les sauvegarder. Nous, évidemment, à Paris, ces milieux-là sont artificiels. Donc ils n'ont pas ce rôle forcément d'éponge. Mais en tout cas, on arrive à recréer un peu le milieu type qui permet à des espèces qui sont féodées à ces milieux d'être présents à Paris. On entend souvent parler des trames bleues et vertes. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des continuités écologiques donc, qui sont constituées de réservoirs de biodiversité. Donc, ce sont des espaces vraiment très grands qui permettent d'accueillir de nombreuses espèces et de nombreux habitats. Et dans ces réservoirs, les espèces peuvent accomplir une partie en fait de leur cycle de vie, soit en partie, soit entièrement. Et ces réservoirs sont reliés entre eux par des corridors écologiques, ce qui forme en fait corridors plus réservoirs des trames vertes et bleues. Et ces corridors sont importants parce qu'ils permettent aux espèces en fait d'aller d'un point A à un point B assez facilement, justement soit pour se reproduire, se nourrir, se reposer. Donc à Paris, on a adapté en fait cette trame verte et bleue qui existe à différentes échelles, notamment l'échelle régionale, avec le schéma régional de cohérence écologique qui doit être pris en fait en compte dans les documents d'urbanisme. Et nous, on l'a décliné à l'échelle de Paris sous le nom des chemins de la nature. Donc ce qui forme nos réservoirs, ce sont tous les parcs et jardins qui ont une superficie supérieure à 1 hectare notamment. Et je laisse parler Et donc supérieurs à 1 hectare, qui ont plusieurs, on va dire, sous-trames, c'est-à-dire des arbustes, des arbres, des milieux herbacés, et qui permettent donc aux espèces parisiennes d'assouvir leurs besoins, on va dire. Et on peut passer à la corneille noire, et non pas le corbeau, je dis la corneille. Corbeau et corneille, c'est la même famille, c'est la même taille, même poids, même envergure, donc c'est même pas la peine de croire qu'il y a une seule même espèce. La corneille noire, justement, on y arrive. La corneille noire, comme on le voit justement devant nous, les pattes sont déplumées. Elle n'a pas de petits shorts de plumes comme le corbeau freux.
Le bec est totalement noir, il n'y a pas une trace blanche, blanc-gris. Ça s'appelle un caroncule à la base du bec. La tête est en forme de poire comme le bec, alors que le corbeau freux a une tête ronde. Les corbeaux freux vivent en milieu rural, donc ce sont les fameuses corbeautières des rassemblements de nids. Les corneilles, en règle générale, elles n'aiment pas trop être grégaires. Donc, dans nos parcs et jardins, elles trouvent tellement de nourriture, tout ce que les gens abandonnent dans les poubelles. Ou quand les jardiniers plantent des bulbes, elles adorent ça. Ou mieux, quand on met de l'herbe de plaquage, elles le retournent dessous, il y a des friandises que sont les larves d'insectes. Donc elles adorent ça, aux grandes dames des jardiniers. Donc c'est une espèce qui est comme nous, omnivore, elle peut se reproduire toute l'année et habiter partout. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en veut être aussi adaptable. Voilà. Donc la corneille noire. Sur cette partie basse du parc, on a vraiment dans l'exposition mis en avant le fait que ce soit des milieux ouverts, c'est-à-dire avec un peu moins d'arbres que la partie haute. Donc on a des prairies, donc les milieux humides, le lac, et puis en haut, donc je ne sais pas si on peut aller jusque là-bas, mais on a mis plus en avant tout ce qui était parc, donc sous-trame arborée. Et aussi, et aussi le sous-bois, donc c'est plutôt les arbustes et les herbacées de sous-bois qui sont finalement assez rares à Paris. Donc c'est important d'alimenter un peu cette sous-trame arbustive parce que pareil, elle a un lieu de refuge et lorsqu'elle est constituée d'espèces régionales, c'est-à-dire d'espèces végétales qui sont présentes en fait à l'origine dans nos régions. Permettent en fait florifient d'abord, fleurissent et fructifient, et donc permettent à une multitude d'espèces de se nourrir. Donc les fleurs et le nectar notamment pour les pollinisateurs, et après plutôt leurs fruits pour les espèces qu'on appelle frugivores, donc qui se nourrissent de fruits. Il y a une conférence qui est programmée le 12 mai avec nos guides de Paris qui racontera l'histoire et la C'est un minéral. Les minéraux, on les classe en fonction de la dureté, de 1 à 10. Le 1 c'est le talc, le 2 c'est le gypse et le 10 c'est le diamant. Autrement dit, il est rayable à l'ongle. Et c'est avec ça qu'on fait les fameux plâtres de Paris. C'est pour ça que c'est une roche extrêmement soluble. Et quand on crée à Paris des zones humides dont a parlé Emeline, ben forcément, il ne faut pas qu'il y ait des zones de dissolution du gypse en dessous. Il y a des filtrations d'eau. On va absolument bâcher ou étanchéifier le bassin. Voilà, donc là c'est ce qui reste de cette époque de l'extraction du gypse, jusqu'à 1864, l'ouverture du parc. Alors pour la petite histoire, le quartier s'appelle quartier d'Amérique autour du parc parce que ce gypse était destiné à l'Amérique. Et du coup, Donc on est revenu au début, au Sopora du Japon. On a vu une partie bien faite par le parc, et puis ça nous a invité à venir découvrir par nous-mêmes l'expo, le parcours. Je remercie beaucoup Cécile Becquer de l'Union Paris, Emeline Bardot-Lapé, écologue, et Xavier Jappiot, naturaliste. Merci pour votre savoir, Merci pour avoir été avec nous. visite. À suivre. À bientôt. Et au revoir à tout le monde. Au revoir.